Le Programme national de certification des entraîneurs est élaboré conjointement par le gouvernement fédéral, provinciaux et territoriaux, les organismes du sport du fédéral, des provinces et des territoires, ainsi que l'Association canadienne des entraîneurs. Les entraîneurs de hockey du Canada insistent davantage de nos jours sur la qualité du patinage, le contrôle du disque et l'aspect mental du jeu. Cette évolution a fait augmenter l'importance des mises en échec. C'est le patinage qui est l'aspect le plus important du hockey moderne et la base de toutes les autres techniques, notamment celle de la mise en échec. À mesure que le coup de patin et la confiance en soi s'améliorent, on peut enseigner l'art de la mise en échec en 4 étapes progressives. Le comité des entraîneurs de l'ACHA croit que cette méthode progressive est le meilleur moyen pour les jeunes hockeyeurs de développer leur talent de manière à évoluer dans un climat de sportivité et de sécurité pendant de nombreuses années. La mise en échec est une technique avancée qu'il est préférable d'apprendre par étapes, à commencer par le patinage. Une fois que le contrôle des corps, les départs, les arrêts, les virages et les pivots sont maîtrisés, on peut enseigner les 4 étapes progressives, c'est-à-dire position, angle d'échec, mise en échec avec le bâton, contact physique et mise en échec. L'aspect le plus important de ce vidéo est la progression en 4 étapes qui permet d'acquérir une technique de mise en échec efficace. L'étape clé est celle du contact physique. Les notions de patinage, d'angle d'échec et d'adaptation de la vitesse entrent tout en ligne de compte et servent à améliorer peu à peu l'efficacité des mises en échec. De plus, cet apprentissage progressif met d'abord l'accent sur la sécurité. Il est bon que les jeunes apprennent à contrôler la rondelle tout en s'entraînant à garder un bon équilibre et une bonne posture, ce qui les aidera à maîtriser l'art de la mise en échec. La première étape à enseigner est celle de la position et de l'angle d'échec. Dans les images qui suivent, le joueur défensif reconnaît que le porteur du disque maîtrise le jeu complètement. Il adopte un angle d'échec qui lui permet de diriger son adversaire vers la clôture afin de le mettre en échec avec le bâton, par contact physique ou par un plaquage. Jeu à 1 contre 1, le joueur défensif exerce une pression immédiate car l'attaquant ne maîtrise pas le jeu aussi bien. Jeu à 1 contre 1 dans la zone défensive, épaule vis-à-vis épaule, le joueur défensif crée un angle de contrôle et, en gardant la tête haute, dirige son opposant vers la clôture pour terminer sa mise en échec. L'angle d'échec est l'élément fondamental qui permet de diriger son opposant où l'on veut, normalement vers la clôture. Pour bien approfondir cette technique, il faut maintenir une bonne position en adaptant sa vitesse d'approche. Les pieds écartés à la largeur des épaules, tête haute et le bâton en contact avec la glace. La deuxième étape de la progression est celle de la mise en échec avec le bâton. L'angle et la vitesse d'approche permettent d'effectuer une des mises en échec suivantes. Le harponnage consiste d'abord à diriger l'attaquant vers la clôture en se plaçant l'épaule côté extérieur vis-à-vis son épaule opposée. Le défenseur se tient le plus près possible de l'attaquant, le coude serré près du corps. Il tend le bras au moment propice et repousse la rondelle en maintenant un bon équilibre et une bonne posture. Il faut éviter tout mouvement de corps vers l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. La technique du balayage consiste à effectuer des mouvements circulaires avec son bâton tout en faisant attention de ne pas faire trébucher son adversaire. Le crochet s'effectue par derrière, en piégeant la rondelle dans la courbure de la lame du bâton pour la tirer vers soi.
L'appui du bâton permet de restreindre le mouvement de l'adversaire. Il s'agit d'appuyer avec force sur la partie inférieure du bâton. C'est une technique utile, surtout devant le filet, quand un opposant s'apprête à recevoir la rondelle. Le lever du bâton permet de s'emparer rapidement de la rondelle. Il faut se placer à côté ou derrière pour profiter de l'effet de surprise. La troisième étape de notre progression est le contact physique. C'est une tactique individuelle permise par laquelle le joueur défensif bloque le passage de l'attaquant en se servant de son corps. Selon la Fédération québécoise de hockey sur glace, le contact doit être une réaction au déplacement du porteur du disque. Le joueur défensif ne doit pas frapper l'attaquant en se dirigeant dans la direction opposée. Il ne peut y avoir de collision intentionnelle entre deux joueurs se dirigeant dans la direction opposée. Le porteur du disque ne doit pas être poussé, plaqué ou projeté contre la clôture. Comparez les exemples de contact et de plaquage dans les 3 exercices suivants. Le succès d'une mise en échec avec le corps dépend de la méthode utilisée. Nous répétons que bien déterminer l'angle d'échec est un élément très important de cette tactique et constitue la première étape de notre progression. L'objectif consiste à cerner le porteur du disque jusqu'à ce qu'il ne puisse trouver d'issue et soit mis en échec au moyen du bâton ou du corps. Voici quelques exercices progressifs destinés à mettre cette technique en application. Dans ce jeu de poursuite, l'attaquant tente de transporter la rondelle vers une borne, un point de mise au jeu ou la zone des buts, tout en évitant la mise en échec par le bâton ou le corps. Le même jeu sans rondelle permet d'améliorer la technique de contact physique par le contrôle du bâton et l'obstruction. Même jeu dans la zone des buts pour simuler une situation de match. Ces exercices très simples montrent aux joueurs comment contenir le porteur du disque sans être obligé de le plaquer. La mise en pratique de ces notions pendant les exercices permet d'améliorer le positionnement et l'évaluation de l'angle d'échec. Les exercices gradués suivants aident à perfectionner les techniques permettant d'acquérir la confiance nécessaire pour frapper l'adversaire. Coup d'épaule, bras dessus, bras dessous. Coup d'épaule et maîtrise d'un point ou d'une borne. Les joueurs doivent garder les bras croisés durant cet exercice. Assurez-vous que les joueurs à parier sont de taille et d'habileté comparables. Ces contacts améliorent l'équilibre et le coup de patin. Nous voici à l'étape finale de la progression. Les contacts physiques intentionnels sont permis n'importe où sur la glace. Le joueur défensif peut frapper l'attaquant de n'importe quelle direction, sauf par derrière. Souvenez-vous que les joueurs plus âgés et plus habiles sont mieux en mesure d'apprendre ces notions, procéder étape par étape. Les entraîneurs sont responsables de montrer aux joueurs comment effectuer une mise en échec correcte tout en respectant leur adversaire. Frapper un joueur avec son bâton ou par derrière sont des gestes inadmissibles en hockey amateur. Ils sont souvent le résultat d'une technique déficiente et d'un manque de respect de son adversaire. Le contact physique est déterminé par le joueur défensif, qui juge les déplacements de l'attaquant et réagit en adoptant la meilleure position et l'angle d'échec en vue de lui faire perdre le contrôle du disque. Cette tactique individuelle permise sert à interrompre l'attaque de l'adversaire en lui faisant perdre la rondelle par une mise en échec avec le corps. Interpréter le jeu et se mettre en bonne position sont les premières étapes d'une mise en échec.
L'exécution efficace dépend de l'équilibre sur patin et de l'adaptation de la vitesse ainsi que d'un bon angle d'échec. Ces techniques doivent être enseignées au premier niveau du hockey mineur. Pour effectuer cette mise en échec avec l'épaule, le défenseur dirige l'attaquant vers la clôture pour lui interdire le passage. Il adopte une posture rigide, réduit l'écart qui le sépare de l'attaquant et l'arrête le long de la clôture. Ce sont l'extension des jambes et l'épaule qui confèrent la puissance nécessaire. Les entraîneurs doivent montrer à leurs joueurs de baisser les coudes, les bras et le bâton quand ils effectuent une mise en échec. Pour plaquer un adversaire loin de la clôture, le défenseur doit pouvoir bien patiner à reculons afin de contrôler l'écart de manière efficace. Dans cette attaque à 1 contre 1, le défenseur se place devant l'attaquant, l'épaule côté extérieur vis-à-vis son épaule opposée, pour le repousser vers la rampe et l'arrêter avec l'épaule. Le défenseur peut aussi pivoter sur lui-même pour plaquer son adversaire. Protéger le couloir central et repousser l'attaque vers la clôture sont des éléments critiques d'une défensive efficace. Si l'attaquant oblique vers le centre, le défenseur allonge le bras et place son bâton entre les jambes de son adversaire pour l'empêcher de patiner. La lame du bâton ne doit pas quitter la glace. Tenter une mise en échec loin de la clôture est très risqué. Il faut toujours s'assurer d'être en surnombre, comme dans cette attaque à 1 contre 2. Pour bien terminer une mise en échec le long de la rampe, le défenseur doit frapper et coller l'attaquant sur la clôture. Ce défenseur a bien déterminé l'angle d'échec pour diriger l'attaquant vers la clôture. Il pivote sur lui-même et accélère afin de s'interposer. Il est important de tenir le bâton bas, d'immobiliser le coude de l'adversaire avec le bras, le genou entre ses jambes et de s'arc-bouter pour exercer une plus forte tension. Il faut se tenir les jambes suffisamment écartées et les genoux pliés pour plus de puissance. Les bras, les épaules et la poitrine de l'attaquant sont collés sur la rampe. Les défenseurs plus forts peuvent appuyer le bâton sur les hanches de l'adversaire en le tenant des 2 mains. Les défenseurs plus petits peuvent tenir le bâton d'une main et tenir l'adversaire contre la clôture tout en plaçant leurs genoux entre ses jambes. Quelle que soit la méthode, c'est l'action de s'arc-bouter contre l'adversaire qui donne suffisamment de force pour l'immobiliser. On peut exercer encore plus de pression en appuyant les poings contre ses hanches. Il est très important pour un défenseur d'apprendre à mettre un adversaire en échec dans les coins de patinoire. Adapter sa vitesse d'approche et d'adopter l'angle d'échec approprié ne donne qu'une seule porte de sortie à l'attaquant. Si l'attaquant maîtrise le disque parfaitement, le défenseur doit surtout le contenir. S'il n'a qu'une maîtrise partielle de la rondelle, il est préférable de le presser et de s'approcher plus rapidement. La mise en échec avec la hanche est une autre technique individuelle qui demande du talent, surtout un bon synchronisme. Il faut attendre d'être très près du porteur du disque, les genoux pliés et le tronc parallèle à la glace, et frapper de la hanche en bifurquant vers l'adversaire. C'est une technique utile le long de la rampe. Les entraîneurs ne devraient pas encourager ce type de mise en échec loin de la clôture, car elle présente un risque élevé. Le porteur du disque qui s'est démarqué près de la clôture peut pivoter lors de la mise en échec, la partie supérieure du corps face à la clôture pour contrôler le jeu de son opposant. Le joueur qui s'attend à subir une mise en échec doit toujours analyser la situation. Il garde la tête haute et surveille le jeu. Il se méfie de la zone dangereuse près de la clôture et demeure alerte quand il s'en approche. Sa posture est ferme, que ce soit pour éviter ou subir la mise en échec. Ce sont les bras et le tronc qui absorbent le choc lors d'un plaquage sur la clôture. Nous avons présenté dans ce vidéo les éléments fondamentaux de la mise en échec. Revoyons-les sommairement. Le joueur qui effectue une mise en échec doit toujours déterminer à quel point le joueur offensif maîtrise le jeu. Si ce dernier contrôle bien le jeu et regarde vers l'avant, il faut simplement le contenir.
S'il ne maîtrise le jeu que partiellement, il faut le presser et réduire l'écart rapidement afin d'effectuer une mise en échec permise avec le corps ou le bâton. Quelle erreur est commise dans les jeux suivants? Toujours déterminer un angle d'échec pour diminuer le nombre d'options offertes au porteur du disque. Toujours le forcer à se diriger vers la clôture. Le joueur défensif doit toujours se placer entre le filet qu'il défend et le joueur adverse. Toujours adapter sa vitesse et garder son équilibre pour mettre un joueur en échec. Toujours regarder la poitrine de l'opposant pour ne pas être dupe des feintes de la tête ou du bâton. Il est important de plaquer un adversaire sur la clôture en gardant le bâton bas et le bras et l'épaule devant le porteur du disque pour s'assurer que la mise en échec soit permise. Voici ce qu'il ne faut jamais faire en donnant une mise en échec. Ne jamais commettre de double échec face à la clôture. Ne jamais pousser ou faire trébucher un adversaire vers la clôture. Ne jamais porter le bâton élevé en effectuant une mise en échec. Ne jamais retenir ou accrocher l'adversaire avec le bout du bâton. Ne jamais frapper un adversaire par derrière, toujours respecter son adversaire. Souvenez-vous que dans le hockey mineur d'aujourd'hui, tous les enfants veulent une chance égale de jouer au maximum de leur talent, tout en s'amusant. Il faut savoir bien patiner pour maîtriser les techniques de mise en échec. L'apprentissage doit se faire progressivement en suivant les étapes de position du corps et d'angle d'échec, de mise en échec avec le bâton, de contact physique et de mise en échec proprement dite. En adoptant cette méthode, les jeunes joueurs auront confiance en leur jeu et pourront en goûter les plaisirs plus longtemps. Je constate en observant les mises en échec à tous les niveaux du hockey que c'est souvent le facteur prédominant d'un match. Je crois que cette méthode d'apprentissage progressive a l'avantage de bien préparer les joueurs de sorte qu'au moment voulu, ils pourront effectuer des mises en échec en toute sécurité et de manière plus efficace tout en ayant appris comment éviter les mises en échec. Je crois que les joueurs pourront mieux se déplacer et que le rythme du jeu sera nettement meilleur et plus excitant. Nous, de l'Association canadienne de hockey amateur, la CHA, jugeons important d'assurer à tous les apprentis hockeyeurs un début prometteur en leur enseignant correctement les techniques fondamentales du hockey. Les vidéocassettes de la série Un début prometteur, produites par la CHA, initient les jeunes aux techniques du patinage et du contrôle de la rondelle. Pour pouvoir jouer au hockey, il importe avant tout de bien contrôler les techniques de patinage. Dans le cas d'un joueur débutant, l'initiation au patinage consiste à apprendre à développer son sens de l'équilibre, sa force, sa vitesse, sa rapidité et son agilité sur patin. Cette vidéocassette propose aux entraîneurs, aux parents et aux joueurs un programme d'initiation au patinage réparti en 3 sections.
la préparation au patinage, les techniques de patinage et des activités de patinage. La préparation au patinage, c'est l'acquisition de notions importantes à propos des patins et des bâtons. Des patins bien ajustés et un bâton de longueur adéquate font toute la différence quand vient le moment de développer les techniques de patinage. Pour choisir des patins, on doit enfiler les patins et se mettre debout. On devrait alors pouvoir glisser un doigt entre la bottine et le talon et les orteils devraient toucher légèrement l'extrémité de la bottine. Avant de lasser la bottine, on doit s'assurer que le pied y est bien enfilé. On peut donner de petits coups au sol pour enfoncer le pied. Lasser les bottines en exerçant une bonne pression sur les lacets et faire quelques pas. On devrait pouvoir noter une distance d'environ 5 cm entre les œillets et ce sur toute la longueur de la bottine. Autre détail important, assécher toujours la lame des patins après l'utilisation et s'assurer que la lame est droite. Lorsqu'une lame présente des aspérités, enlevez-la au moyen d'une pierre à aiguiser. Si les lacets sont usés, remplacez-les. En prenant bien soin de son équipement, on en prolonge la durée. Au moment de choisir un bâton, on doit se rappeler que l'on retrouve sur le marché des bâtons juniors munis d'un manche plus étroit et d'une lame plus courte par rapport au bâton standard. La souplesse du bâton doit être proportionnelle à la force et au poids du joueur. Pour déterminer si la longueur d'un bâton convient à un joueur, l'extrémité du manche devrait atteindre le haut du sternum quand le joueur se tient debout sur ses patins et que la lame repose sur la glace. La longueur du bâton joue un rôle important. Un joueur muni d'un bâton trop long aura tendance à incliner le haut du corps vers l'avant plutôt qu'à fléchir les genoux. Il est vrai qu'un long bâton aide un joueur à se tenir en équilibre. Cependant, cela l'empêche de bien fléchir les genoux. Pour tenir et manier un bâton plus court que la normale, le joueur devra bien fléchir les genoux et adopter une bonne position de base. Il est vrai qu'un bâton plus court nuit à l'exécution des tirs, mais il est préférable pour le joueur débutant de se concentrer sur l'apprentissage des techniques du patinage. Le patineur peut apprendre à patiner en tenant le bâton d'une seule main, à condition qu'il soit tenu devant lui. Le maintien du bâton d'une main facilite l'apprentissage du déplacement sur les patins et permet au patineur débutant de se servir des bras dans son mouvement de propulsion, l'aidant à prendre de la vitesse. Lorsque le joueur tient son bâton des deux mains, il doit ramener les mains devant lui durant ses déplacements pour éviter de donner un mouvement de balancier à son bâton. Munis de patins et d'un bâton de longueur adéquate, nos joueurs sont maintenant prêts à développer leur sens de l'équilibre et leur stabilité sur la glace. Un bon équilibre est indispensable à tout patineur. Ils doivent apprendre à se placer en position de base. Tête droite, genoux fléchis, pieds écartés sous les épaules. Les épaules, genoux et bout des pieds sont bien alignés. Les exercices suivants aideront le patineur débutant à développer son équilibre et à acquérir une plus grande assurance sur la glace. Se déplacer en marchant vers l'avant, à reculons et de côté. Se déplacer en portant son poids sur la pointe des pieds et ensuite sur les talons. S'accroupir à moitié aux trois quarts sur les talons. Exécuter un quart de tour et un demi-tour en sautant d'abord sur les deux pieds et ensuite sur un pied. Et marcher en pointant le pied vers l'intérieur et ensuite vers l'extérieur. On peut répéter ces exercices sur la glace en jouant à Jean-Dit. Il est important d'apprendre aux patineurs débutants comment se protéger au moment d'une chute sur la glace et comment s'y prendre pour se relever. Quand un joueur trébuche sur le ventre, il doit amortir sa chute en projetant les bras vers l'avant. Lorsque la chute se produit vers l'arrière, le débutant doit apprendre à diriger le menton vers la poitrine pour se protéger la tête. Il est très difficile pour un débutant de se relever. Il faut lui montrer comment, en s'appuyant sur un genou et en glissant les patins sous le corps. Il peut s'aider au moyen de son bâton ou en se plaçant les mains sur les genoux. Pour bien patiner, il faut être stable sur ses patins. Aussitôt que le débutant manifeste une certaine assurance et de l'agilité, on pourra introduire les exercices suivants pour l'amener à acquérir le réflexe de fléchir les genoux, une position qui contribuera grandement à rehausser son équilibre et sa puissance et l'aidera à contrôler l'angle de ses lames. Franchir chaque couloir en exécutant un équilibre sur un pied.
exécutez un saut au-dessus des lignes. Glissez sur le ventre et se relever rapidement. La théière, s'assurer qu'il tienne la tête bien droite. Le virage sur un pied. En apprenant à glisser tour à tour sur un pied et sur deux pieds, le débutant acquiert des notions qui lui serviront ultérieurement pour exécuter l'arrêt et le pivot. Dans cette partie, nous verrons comment enseigner les techniques élémentaires du patinage au moyen d'exercices progressifs se déroulant sur des parcours. Les exercices exécutés le long d'un couloir, d'un parcours en zigzag ou autour d'un cercle peuvent couvrir la surface complète de la patinoire ou encore une ou plusieurs zones. Au moment de planifier les séances d'apprentissage, il importe avant tout d'occuper au maximum l'espace disponible sur la patinoire. Lorsqu'on utilise un parcours, ne pas oublier d'enseigner le parcours aux joueurs, de leur expliquer l'exercice à mettre en pratique sur le parcours et de leur en faire la démonstration. D'assurer le bon déroulement de l'exercice en donnant le départ aux joueurs au décompte de 3. De se placer à un endroit stratégique du parcours pour déceler les erreurs et les corriger. D'employer les consignes verbales clés et de multiplier les renforcements positifs. Au patinage, rapidité, vitesse et force sont 3 éléments indissociables du départ et de la poussée. Les parcours en forme de couloir sont excellents pour l'apprentissage et la mise en pratique de ces 2 techniques du patinage. La meilleure façon d'initier les joueurs au départ en V est de leur demander de se repousser contre la bande. En adoptant la position de départ, le patineur se retrouve dans un équilibre précaire, son centre de gravité s'étant déplacé vers l'avant de son point d'appui normal. Les talons se joignent en position de V ou de bloc de départ. Le poids du joueur portant sur l'intérieur des lames lui assure alors un départ rapide et explosif. Le joueur exécute alors 5 ou 6 pas rapides non glissés, en portant son poids sur l'intérieur des lames pour prendre de la vitesse. L'utilisation du bâton sur la glace aidera les joueurs à exécuter des mouvements rapides et à maîtriser cette technique. Les exercices qui consistent à pousser ou à remorquer un partenaire le long d'un couloir, en faisant varier la résistance, permettent de travailler la poussée et l'inclinaison du corps vers l'avant. Ces exercices contribuent également à l'amélioration de la poussée. La poussée avant est une extension de l'articulation de la hanche, du genou et de la cheville dans cet ordre. Durant la poussée, le genou de la jambe fléchie se place au-dessus de la pointe du pied, ce qui permet d'obtenir une poussée puissante de la jambe active. La jambe propulsive exécute une rotation externe et pousse vers l'arrière, en appuyant sur la partie intérieure de la lame pour se placer en extension totale. La cheville, qui est la dernière articulation à se mettre en extension, permet à la lame de mordre dans la glace, ce qui donne à la poussée toute sa force. Durant le recouvrement, la jambe propulsive regagne rapidement son point d'équilibre sous le corps qui est maintenu bas sur son axe. Divers exercices progressifs portant sur la poussée en T aident les débutants à perfectionner le patinage avant. Pour débuter, les joueurs peuvent apprendre à se propulser en faisant glisser le pied gauche dans une direction, en exécutant de courtes poussées rapides du pied opposé et en intervertissant les pieds dans le sens contraire du parcours. Un autre exercice de poussée en T consiste à amplifier les mouvements de la jambe propulsive et le recouvrement rapide sous le corps qui est maintenu bas sur son axe. Dans l'exercice suivant, le patineur doit exécuter 3 poussées en T du pied gauche, s'accroupir, se relever, se propulser 3 fois du pied droit et enchaîner la séquence. Au moment de leur enseigner cet enchaînement, utilisez des consignes verbales telles que tête droite, accroupi, extension complète de la cheville et recouvrement rapide pour ces aspects particuliers de la poussée.
Pour initier les débutants au virage, on leur demande d'exécuter un virage glissé simple en tournant la tête et les épaules en direction du virage au moment de tourner. Le pied à l'intérieur de la courbe se place légèrement à l'avant du pied opposé. Lorsqu'un virage glissé est exécuté correctement, le pied situé à l'intérieur de la courbe appuie sur l'extérieur de la lame et le pied à l'extérieur de la courbe appuie sur l'intérieur de la lame. Aussitôt qu'ils se sentent à l'aise avec le départ et la poussée avant, on peut les initier à l'arrêt. En s'appuyant sur la glace sur un genou, demandez-leur de gratter la glace du pied libre en appuyant sur l'intérieur de la lame et ensuite d'utiliser l'autre pied. Pour le deuxième exercice, le patineur en position debout répète le premier exercice tour à tour avec chaque jambe. Un troisième exercice consiste à se déplacer en poussant de côté sur un patin et puis de l'autre. Enfin, on doit leur apprendre à glisser sur les lames, à soulever leur poids, à pivoter et à s'accroupir en poussant de tout leur poids sur les lames. Une fois que le patineur acquiert une certaine assurance, il est prêt à découvrir les techniques de patinage arrière et de pivot. Pour initier les débutants au patinage arrière, on a recours à quelques exercices. Demandez-leur de s'appuyer sur la bande et de tracer un arc en poussant sur l'intérieur de la lame du pied propulseur, la pointe du pied tournée vers l'intérieur. L'exercice suivant consiste à marcher à reculons en tournant la pointe des pieds vers l'intérieur. De faire suivre l'arc d'une enjambée à reculons. D'enchaîner un arc d'une enjambée à reculons en faisant claquer les talons et enfin exécuter un enchaînement d'arcs autour du bâton. La dernière série d'exercices se déroule dans un couloir. Il s'agit de franchir le couloir en patinage arrière ou encore de remorquer un partenaire qui offre une résistance variable afin d'améliorer la force de la poussée arrière. En patinage arrière, il est important de s'assurer que les épaules sont ramenées derrière les talons, alors qu'en patinage avant, les épaules doivent être situées en avant de la pointe des patins par rapport à l'axe vertical. C'est en déplaçant son centre de gravité vers un point éloigné du corps durant les enjambées avant, arrière ou latérales qu'il est possible de maintenir la force d'impulsion. Le fait de tenir le bâton d'une main aide le débutant à maintenir une bonne posture durant l'exécution de l'enjambée arrière. Le croisement latéral arrière est l'enchaînement naturel du patinage arrière lorsqu'une résistance accrue est appliquée par un partenaire. La traction exercée par le partenaire oblige le patineur à exécuter tour à tour un croisement devant et derrière en inclinant le corps pour déployer la force nécessaire à l'exécution de cet exercice. Pour l'exécution du pivot de l'avant vers l'arrière, le patineur doit soulever son poids et tourner rapidement la tête et les épaules afin de transposer la force d'impulsion avant au mouvement arrière. Pour l'exécution du pivot de l'arrière vers l'avant, le patineur glisse sur un pied et tourne rapidement la tête et les épaules en direction du virage et ramène les deux talons ensemble pour compléter le mouvement. Le pivot de transition de l'avant vers l'arrière dans une direction opposée est également une technique que l'on peut introduire dans ce parcours. Le patineur amorce le pivot en tournant d'abord la pointe de ses patins pour alléger ensuite complètement les talons à la fin du pivot et accélérer à reculons. La force d'impulsion du mouvement passant de l'avant vers l'arrière permet au patineur de prendre de la vitesse. L'apprentissage des techniques de patinage telles que le départ, la poussée avant et le pivot constitue un des principaux volets de la série pour un début prometteur au hockey. En utilisant des parcours, notamment des couloirs, et un apprentissage progressif, le débutant apprend à maîtriser ces techniques dans un contexte sécuritaire et divertissant. Le parcours en zigzag est une excellente méthode pour s'exercer à l'arrêt et au virage brusque. Les lignes tracées sur la bande ou sur les cônes servent à indiquer le sens du parcours. Sur un parcours en zigzag, ils sont maintenant prêts à passer de l'arrêt en position stationnaire à l'arrêt chasse-neige. Pour l'arrêt chasse-neige, le patineur s'accroupit légèrement et tourne la pointe des pieds vers l'intérieur et les talons vers l'extérieur. Pour s'assurer que les patineurs s'immobilisent complètement, on leur demande de frapper la glace d'un coup de bâton une fois qu'ils sont arrêtés. Dans l'exercice suivant, pour s'assurer que les patineurs s'immobilisent complètement, on leur demande de faire une chute sur les genoux. Durant les exercices portant sur l'arrêt, on doit veiller à placer les cônes loin de la bande pour éviter les accidents. Pour l'exécution d'un virage brusque, le patineur doit être stable sur les lames et s'asseoir dans le virage. La tête et les épaules doivent pointer en direction du virage.
Le patin à l'intérieur de la courbe agit en guise de gouvernail et le patin à l'extérieur du virage, par l'exécution de poussées rapides du talon, imprime au virage toute sa puissance. Durant l'exécution d'un virage brusque, le poids du patineur porte légèrement sur l'arrière des lames afin de faciliter un changement rapide de direction et l'exécution de poussées rapides. Pour faire comprendre aux patineurs débutants comment porter leur poids sur la moitié arrière des lames, demandez-leur de marcher sur les talons. Ensuite, demandez-leur de se déplacer en ligne droite en se propulsant par des poussées rapides des talons. La poussée du talon est indispensable dans l'exécution de virages brusques. Demandez-leur de se déplacer autour d'un bâton en se propulsant rapidement des talons. Demandez-leur ensuite de franchir le parcours en zigzag sans soulever les pieds de la glace. Le dernier exercice de cette série consiste à exécuter un virage brusque puissant autour de chaque cône. Le parcours en forme de cercle se prête parfaitement à l'initiation au croisement avant. En partant de la ligne bleue, près de la bande, demandez au patineur de faire le tour des 5 cercles. Le premier cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, le cercle suivant dans le sens contraire, et ainsi de suite. L'exécution du croisement exige du patineur un bon équilibre et une excellente maîtrise des quarts de ses lames. L'exercice suivant aide le patineur débutant à acquérir de l'assurance. Demandez aux patineurs de se placer en position stationnaire et de pencher les chevilles vers l'intérieur pour leur faire découvrir la carre intérieure de la lame. Puis, en penchant les chevilles vers l'extérieur, ils sentiront leur quart extérieur. Demandez également aux patineurs de croiser les jambes en position debout. Pour les familiariser avec le virage croisé, demandez aux patineurs d'imiter l'instructeur et d'exécuter des pas de côté. Ensuite, exécutez un croisement en maintenant la pointe des pieds et les épaules alignées. Une fois que l'on note des améliorations sur le plan de l'équilibre et de l'adresse, on peut accroître la difficulté de l'exercice. Les patineurs sont maintenant prêts à marcher autour d'un bâton en croisant le pied extérieur par-dessus le pied intérieur et en ramenant graduellement le pied intérieur sous le corps. En s'exerçant sur un cercle, les patineurs apprennent à glisser et à porter leur poids sur l'extérieur de la lame du pied intérieur. L'exercice suivant consiste à enseigner aux patineurs à exécuter le croisement en faisant passer le pied extérieur par-dessus le pied intérieur. Durant l'exécution du croisement, le patineur doit pousser sur les 2 lames, soit l'intérieur de la lame pour le pied extérieur et l'extérieur de la lame pour le pied intérieur. Comme consigne verbale, on peut indiquer aux joueurs d'exécuter une double prise dans la glace. On doit s'assurer que les joueurs se tiennent les épaules bien droites et dirigent le regard vers le centre du cercle. Un débutant a tendance à observer le mouvement de ses pieds ou la glace. C'est pourquoi il est important de rappeler constamment aux joueurs de surveiller leur posture, y compris de tenir la tête haute et droite. Pour assurer à tous les apprentis hockeyeurs un début prometteur au hockey, l'apprentissage du patinage repose sur des exercices progressifs pour permettre aux débutants d'acquérir de l'assurance et de développer leur adresse. L'utilisation de parcours en forme de couloir, de zigzag et de cercle contribue à l'atteinte de cet objectif. Aussitôt qu'ils manifestent une certaine aisance sur les patins, on peut les encourager à perfectionner leur technique de patinage en poussant une rondelle. Tous les joueurs adorent les jeux, notamment le souk à la corde exécuté avec un bâton, le jeu du feu rouge-feu vert ou la tag entre les lignes bleues. Les jeux égayent les séances de formation et contribuent par ailleurs au perfectionnement des techniques de patinage. Les jeux se déroulant dans des zones, comme pousser une balle des mains, frapper un ballon du pied ou les jeux simulés à 3 avec rondelles, sont très divertissants et permettent aux débutants de développer leur sens de l'équilibre. Avant de proposer des jeux, fixez la règle à suivre en cas de chute. Par exemple, le joueur qui fait une chute doit se remettre rapidement sur ses pieds et exécuter un exercice d'équilibre de 3 à 5 fois avant d'être autorisé à reprendre le jeu. Les accroupissements sur les talons, les virages avec saut et les équilibres sur un pied sont diverses activités qui favorisent l'adoption d'une bonne position de base. Dans le jeu qui consiste à pousser une rondelle ou une balle des mains, le patineur qui souhaite s'emparer de la balle ou de la rondelle doit bien fléchir les genoux. Par contre, le jeu qui consiste à frapper une balle ou une rondelle du pied en direction d'une cible met à l'épreuve le sens de l'équilibre et l'adresse des débutants. Enfin, les jeux simulés à 3 avec une rondelle obligent les joueurs à coordonner l'ensemble des techniques fondamentales du patinage avec le maniement du bâton. Dans ce dernier exemple, les mises en échec avec le bâton et les lancers du poignet peuvent être autorisées à condition qu'un gardien de but soit en position devant le filet. De toutes les techniques du hockey, le patinage est sans nul doute la plus importante.
La vidéocassette, un début prometteur, initiation au patinage, permet aux patineurs débutants d'acquérir des notions indispensables dans un contexte divertissant et chaleureux. Grâce à cet apprentissage, les patineurs acquièrent des habiletés qui leur permettront de retirer tout au long de leur vie un grand plaisir à jouer au hockey. Nous, de l'Association canadienne de hockey amateur, la CHA, jugeons important d'assurer à tous les apprentis hockeyeurs un début prometteur en leur enseignant correctement les techniques fondamentales du hockey d'une façon divertissante. Les 2 vidéocassettes de la série Un début prometteur, produite par la CHA, initient les jeunes aux techniques du patinage et du contrôle de la rondelle. Pour un joueur de hockey, rien n'est aussi excitant que de marquer un but. Pour y arriver, le joueur doit contrôler ses techniques de patinage et maîtriser le contrôle de la rondelle. La vidéocassette explique aux instructeurs, aux parents et aux joueurs débutants les techniques du contrôle de la rondelle et propose divers exercices contribuant à leur apprentissage et à leur développement. Cette vidéo comporte 4 parties: la préparation, le maniement de la rondelle, les passes et réceptions et les tirs. Un début prometteur au contrôle de la rondelle commence par le choix d'un bâton dont la longueur et la prise conviennent parfaitement aux joueurs. Une bonne position de base et la maîtrise des techniques de contrôle de la rondelle dépendent en grande partie du bâton utilisé et de sa longueur. Au moment de sélectionner un bâton pour un débutant, on doit se rappeler qu'un bâton junior est préférable car le manche est plus étroit et la lame plus courte. Un bâton junior se manie plus facilement, ce qui permet aux joueurs débutants d'acquérir de l'aisance et de développer son adresse au contrôle de la rondelle et au lancer. Le port de gants de taille junior assure une meilleure prise du bâton et contribue à l'apprentissage des habiletés associées au contrôle de la rondelle. Pour déterminer la longueur d'un bâton, on doit se fier à la règle suivante. L'extrémité du manche doit se situer quelque part entre le haut du sternum et le dessous du menton quand le joueur se tient le corps droit sur ses patins. Muni d'un bâton qui lui convient, le joueur apprend à bien fléchir les genoux en patinant et à mieux sentir les mouvements de la rondelle. Un bâton court oblige le joueur à éloigner les mains du corps et libère les coudes et les poignets pour manier la rondelle dans toutes les directions. Le bâton convient au joueur si la longueur de la lame repose sur la glace, quand le joueur se place en position de mise au jeu ou en position de base. Maintenant qu'il est muni d'un bâton qui lui convient, il doit apprendre à le tenir et à le manier correctement. La prise consiste à tenir fermement le bâton dans la paume de la main supérieure. L'extrémité du manche, qui est légèrement arrondie, assure une meilleure prise et facilite le contrôle de la rondelle. Le V formé par la jonction du pouce et de l'index doit être aligné sur le côté le plus étroit du manche. Cette prise permet de varier l'angle de la lame et d'obtenir un meilleur contrôle de la rondelle. Pour la main inférieure, l'alignement en V est identique à celui de la main supérieure, à la seule différence que les doigts se replient sur le bâton.
La position de la main inférieure sur le bâton varie. Elle se place près de la main supérieure pour manier la rondelle et s'en éloigne pour exécuter un tir. Il est important de bien enseigner aux joueurs la façon correcte de tenir le bâton. Lorsque le joueur tient le bâton d'une main, il doit se déplacer en poussant le bâton devant lui. Lorsqu'il se sert de ses deux mains pour tenir le bâton, la lame doit demeurer sur la glace pour assurer la fluidité du mouvement de propulsion. Cette position assure au patineur une meilleure poussée, le prépare à se tenir prêt à entrer en jeu et empêche de donner au bâton un mouvement de balancier. Nous venons de voir comment le choix d'un bâton est synonyme d'un début prometteur au contrôle de la rondelle et comment la façon de tenir le bâton influence le contrôle de la rondelle. Pour apprendre à bien maîtriser les techniques du contrôle de la rondelle, le joueur doit apprendre à se sentir à l'aise avec le maniement de la rondelle en position stationnaire et en patinant. La série d'exercices progressifs suivante permet d'initier les joueurs débutants au maniement de la rondelle. Tout au long de ces exercices, on doit porter attention à la prise et à la position des mains des joueurs afin de s'assurer que ceux-ci acquièrent de bonnes habitudes. Demandez-leur de déplacer la rondelle devant eux en position stationnaire. Permettez-leur de regarder la rondelle pour les aider à acquérir de l'assurance. Surveillez la posture des joueurs, genoux fléchis, bras éloignés du corps, pieds écartés sous les épaules. Pour mieux les aider à sentir les mouvements de la rondelle et à développer leur vision périphérique, demandez-leur de manier la rondelle de la base de la lame, de l'extrémité de la lame, ou du centre de la lame suivant la consigne de l'entraîneur. Pour conclure l'exercice, demandez-leur d'indiquer le nombre de doigts que leur montre l'entraîneur et d'imiter les mouvements de ce dernier. Le deuxième exercice consiste à déplacer une rondelle autour de gants déposés sur la glace. Les joueurs doivent exécuter un 8 avec la rondelle en la faisant passer autour des gants. Au début, autorisez-les à suivre la rondelle du regard. Une fois qu'ils ont acquis une certaine assurance, apprenez-leur à porter constamment le regard tour à tour droit devant eux et sur la rondelle. Par mesure de sécurité pour les débutants, utilisez des cônes au lieu de gants. Dans cet exercice, notez le mouvement de la main inférieure sur le bâton. Aussitôt que la rondelle s'éloigne, le joueur rapproche la main inférieure de la main supérieure pour obtenir une meilleure portée. Les joueurs plus expérimentés relâchent leur prise de la main inférieure. L'exercice suivant est utile pour enseigner aux joueurs à contrôler la rondelle. Demandez aux joueurs de faire circuler la rondelle autour des cônes en se déplaçant en ligne droite et en relâchant leur prise de la main inférieure. Ici, il s'agit pour les joueurs de zigzaguer autour des cônes tout en dirigeant la rondelle en ligne droite. Après quoi, demandez-leur de sauter par-dessus le bâton de l'entraîneur. Ensuite, demandez-leur d'exécuter une double boucle en forme de 8. Dans cet exercice, pour conserver le contrôle de la rondelle, le joueur doit surélever le coude ou croiser les poignets. La technique du coude surélevé et celle des poignets croisés rehaussent grandement le contrôle de la rondelle. Un bâton dont la longueur convient aux joueurs débutants facilite l'exécution de ces techniques. Une fois qu'ils ont acquis une certaine assurance au contrôle de la rondelle, on peut réduire la superficie occupée sur la glace pour simuler des situations de jeu. En guise d'exercice, les entraîneurs et les gardiens de but cherchent à soustraire la rondelle aux joueurs qui se déplacent dans un espace restreint. Cet éducatif particulier initie les joueurs débutants à la protection de la rondelle, une stratégie qui repose sur les techniques de contrôle de la rondelle en surélevant le coude et en croisant les poignets. Les joueurs se servent ici de leur corps pour protéger la rondelle et doivent exécuter des virages brusques ou des freinages rapides pour échapper à leur adversaire. Un autre exercice de protection de la rondelle consiste à se passer la rondelle à deux et à essayer ensuite de la garder en sa possession. Durant cet exercice, la paire de joueurs échange la rondelle et au coup de sifflet joue à 1 contre 1 dans un espace restreint. Ensuite, il s'agit pour les joueurs d'apprendre à diriger la rondelle vers les ouvertures. Pour se détacher de ses adversaires ou prendre de la vitesse, le joueur doit maintenir la rondelle assez loin devant lui.
En rattrapant la rondelle et en la repoussant devant lui sans briser son rythme, le joueur parvient à conserver la rondelle et à maintenir sa vitesse. Le maniement de la rondelle avec assurance est la première étape à franchir. Aussitôt que les joueurs font des progrès dans leur déplacement avec la rondelle, on peut les initier aux feintes. La feinte est une tactique individuelle pour échapper à un adversaire. Pour réussir une feinte, le joueur doit prendre de la vitesse en position d'attaque, exécuter une feinte convaincante tout en demeurant hors d'atteinte de son adversaire, se déplacer sans hésitation et accélérer afin de se détacher de son adversaire. La meilleure façon d'enseigner la feinte consiste à s'y prendre par étapes. Dans ce premier exercice, les joueurs exécutent d'abord une feinte en contournant un cône. Ensuite, en contournant un joueur immobile. Et enfin, en contournant un joueur en mouvement. Durant les exercices de feinte, demandez aux joueurs débutants de s'exercer à la feinte en dirigeant le regard, la tête et les épaules loin de la direction qu'ils souhaitent prendre et en exécutant des changements rapides de direction. Apprenez-leur d'autres feintes, telles les feintes de passe ou de tir. Les joueurs devraient également s'exercer à attaquer le triangle après une feinte. Aussitôt la feinte exécutée, le joueur doit faire passer la rondelle entre le bâton et les patins de son adversaire et le contourner rapidement. On peut enseigner l'attaque du triangle en utilisant d'abord un adversaire immobile et ensuite un adversaire en mouvement. Un début prometteur au contrôle de la rondelle consiste à acquérir de l'assurance dans le maniement de la rondelle. En faisant appel à des éducatifs progressifs et en encourageant les joueurs à expérimenter les mouvements avec la rondelle, ils apprendront les grands principes de cette technique. Un début prometteur dans l'apprentissage de la passe et de la réception au hockey exige une solide formation et de la pratique. Pour exécuter une passe, les joueurs doivent adopter une position confortable, bras et mains éloignés du corps. Le bâton est tenu de la main inférieure par les doigts et non dans la paume. Le passeur doit établir un contact visuel avec le receveur et diriger la rondelle sur la cible. Contrairement au lancer frappé, durant l'exécution d'une passe, la lame reste toujours en contact avec la rondelle. La lame suit ensuite la rondelle dans sa trajectoire vers la cible. L'exécution de la passe balayée du coup droit est similaire à celle du lancer du poignet. Dans une passe balayée, la rondelle appuie contre la base de la lame et est pivotée vers son extrémité avant d'être projetée en direction de la cible. Cette technique donne un mouvement de rotation à la rondelle et augmente la précision du tir. Le secret pour obtenir un meilleur contrôle consiste ici à incliner la lame au-dessus de la rondelle. La passe du poignet consiste à soulever la rondelle pour lui faire franchir un obstacle. Le joueur fait pivoter la rondelle de la base vers l'extrémité de la lame et fait une légère rotation des poignets, ce qui lui permet de soulever la rondelle en la faisant pivoter. Dans cette passe, la rondelle se déplace dans les airs et retombe sur la glace. L'exécution de la passe balayée du revers est similaire à celle de la passe balayée du coup droit. Le joueur doit balayer la rondelle en maintenant les deux mains parallèles en direction de la passe et terminer le mouvement par un coup sec des poignets en gardant les bras et les mains éloignés du corps. La réception d'une passe consiste à offrir une cible au passeur. Le bâton est tenu des deux mains, les bras tendus, la lame est légèrement inclinée et perpendiculaire à la trajectoire de la rondelle. Le receveur amortit l'impact de la rondelle avec les mains et les bras par un mouvement de recul. La synchronisation entre le passeur et le receveur est primordiale. Le maintien du contact visuel et l'entraînement avec cible aident à l'apprentissage de cette technique. Lorsque la passe est exécutée en direction des patins, le receveur doit placer ses patins à angle droit pour l'arrêter. Une fois que le joueur a acquis une certaine adresse sur les patins, on lui apprend à modifier l'angle de ses patins pour faire dévier la rondelle en direction de son bâton. Si la rondelle est dans les airs, elle peut être rabattue avec le gant ou amortie avec le corps et dirigée vers le bâton. La passe et la réception sont parmi les techniques les plus importantes à maîtriser. L'éducatif progressif suivant sur la passe et la réception aidera les joueurs à développer leur habileté individuelle. Dans cet exercice de passe à deux, le passeur et le receveur échangent la rondelle.
Dans l'exercice suivant de passe à 2 en position stationnaire, ils doivent se rendre respectivement sur la ligne bleue et la ligne rouge. Après plusieurs échanges, les joueurs se placent en position pour exécuter un tir en direction de la cible. La lame du receveur sert ici de cible et ce dernier amortit l'impact de la rondelle en tenant les mains et les bras éloignés du corps. Pour varier cet exercice, demandez aux joueurs d'exécuter des passes et des réceptions du coup droit et du revers, ou encore d'exécuter des passes face à face et épaule à épaule. Dès que les joueurs maîtrisent assez bien les exercices de passe à 2, encouragez-les à travailler leur rythme, leur précision et leur rapidité. Dans cet exercice de passe à 2, le passeur et le receveur se déplacent en même temps et dans la même direction en patinant vers l'avant ou à reculons. Pour varier cet exercice, demandez au receveur d'exécuter un virage brusque avant de retourner la rondelle. Cet exercice à 2 porte sur la synchronisation des passes. Les joueurs patinent dans toutes les directions à l'intérieur d'un espace restreint et apprennent à communiquer avec un contact visuel et un hochement de tête avant d'exécuter une passe. Pour les joueurs débutants, on peut permettre au passeur de se tenir immobile. Aussitôt le contact visuel établi, le receveur freine pour offrir une meilleure cible au passeur. Le dernier exercice sur les passes et les réceptions met en jeu 3 joueurs. Le passeur se tient immobile et le receveur doit échapper à son adversaire et trouver une ouverture pour recevoir la rondelle. Aussitôt le contact visuel établi, la passe est exécutée. Les tirs sont primordiaux dans un match. Les joueurs doivent apprendre d'abord à maîtriser les tirs. Le tir du poignet est la première technique du tir à être enseignée aux joueurs. L'apprentissage de cette technique peut être décomposé en 3 étapes. La phase préparatoire, l'exécution du tir et le suivi, dans lequel le transfert du centre de gravité joue un rôle primordial. La phase préparatoire du tir consiste pour le joueur à se tenir prêt à faire intervenir toutes les articulations qui lui seront utiles. Dans le tir du poignet, par exemple, les articulations de l'épaule, du coude, du poignet, de la hanche, du genou et de la cheville seront utilisées. Avant d'exécuter le tir du poignet, le joueur doit faire glisser sa main inférieure vers le bas du manche. Le joueur pivote ensuite l'épaule du côté de sa main supérieure en direction de la cible. La rondelle est placée près de la base de la lame. Le bâton est ramené légèrement vers l'arrière et le joueur déplace son centre de gravité en portant son poids sur le patin arrière. Pour l'exécution du tir du poignet, le mouvement est amorcé par les muscles des plus grosses articulations en allant vers les plus fines. La rondelle pivote sur elle-même de la base de la lame vers son extrémité. Au tir du poignet, le joueur imprime une force maximale au bâton en exécutant une rotation du tronc et des épaules et une poussée et une traction des bras et enfin une rotation des poignets. En portant son poids sur la jambe avant, le joueur stabilise son corps, ce qui lui permet d'accélérer le mouvement du bâton et de la rondelle vers le filet. La lame qui suit la rondelle dans sa trajectoire durant le suivi complète l'exécution du tir du poignet. Lorsque la lame pointe à une hauteur peu élevée en direction de la cible, le tir est bas. Lorsque la lame pointe plus haut, il en résulte un tir élevé. Dans le tir frappé poignet, la lame et la rondelle ne demeurent pas en contact durant la phase d'exécution. Les poignets sont tournés en ramenant le bâton vers l'arrière. Le transfert de poids et le fouettement des poignets permettent de décocher le tir avec rapidité. La rondelle entre en contact avec le bâton au niveau du pied avant. Un déplacement rapide du centre de gravité contribue à rehausser la puissance de ce tir. Le tir frappé poignet exige une grande force de la partie supérieure du corps et il est difficile à maîtriser pour un jeune joueur. Le tir levé est utilisé dans diverses situations de jeu. Genou fléchi, le joueur rafle la rondelle en soulevant la main inférieure et en abaissant la main supérieure. Le tir du revers exige un décochement rapide. Le déplacement du centre de gravité joue un rôle minime, car la puissance du tir dépend surtout d'une vigoureuse rotation des hanches et des épaules. Les bras et les poignets aident aussi à la bonne exécution du tir. Le bâton doit suivre la rondelle dans sa trajectoire pour obtenir un meilleur contrôle de la hauteur et de la précision du tir. Au moment d'initier les joueurs au revers, il est très important de leur rappeler de tenir les mains éloignées du corps. Lorsque vient le temps d'initier les joueurs au tir, il faut s'en tenir à des explications qu'ils sont en mesure de comprendre. Pour un début prometteur, il faut permettre aux joueurs d'accroître leur aisance dans le maniement de la rondelle. Une bonne formation et un entraînement intensif à ce stade ont une grande importance.
Cette initiation au contrôle de la rondelle devrait aider instructeurs, parents et joueurs à mieux comprendre les techniques élémentaires du maniement de la rondelle, des passes, de la réception et du tir. Le joueur débutant ne manquera pas de faire d'énormes progrès et de se divertir en jouant au hockey. Et puis de hockey. C'est fini, mesdames et messieurs.